probablement partis à la hâte en emportant presque tout avec eux. À la cave, il restait seulement une grande table et une paire de ciseaux. L'enquête fut bouclée en une soirée et l'événement apparut dans les journaux comme une affaire peu importante et non résolue. En réalité, l'affaire fut bien élucidée, mais on préféra l'étouffer pour ne pas provoquer de scandale. L'enseigne de la boutique n'indiquait pas clairement de quel genre d'entreprise il pouvait s'agir. Si les dirigeants ne furent jamais retrouvés, la police mit tout de même la main sur leurs archives qui comptaient un certain nombre de rapports, de conseils d'administration et plusieurs bilans financiers. Dans ces bilans transparaissait une situation alarmante, avec une baisse importante du chiffre d'affaires. La vente de leurs produits chutait. Le produit qui connaissait la plus faible demande était le drap, qu'ils possédaient en quantité énorme. Le conseil d'administration aurait alors pris la décision de se lancer dans une autre activité en attendant que la situation s'améliore. Ils auraient découpé chaque drap en plusieurs carrés afin de confectionner des serviettes qu'ils revendraient par centaines aux cantines scolaires. Tout ça n'avait rien de franchement anormal. Sauf que ces draps se trouvaient être des linceuls et que cette entreprise était une entreprise de pompes funèbres. Cette solution leur permit de tenir un temps. Mais la vente des autres produits, couronnes, cercueils, chrysanthèmes, ne décollait pas. En plus de ça, le stock de linceul diminuait et la situation commença à devenir dramatique. C'est alors que le conseil d'administration prit pour l'entreprise une décision peu déontologique. Vendre tous les linceuls restants à disposition pour maximiser les bénéfices et filer à l'anglaise une fois l'ensemble écoulé. Sauf que tous les linceuls restants à disposition, cela signifiait vraiment tous les linceuls. Une fois que le stock des hangars eut complètement fondu, les employés s'en procurèrent là où il en restait encore, c'est-à-dire 6 pieds sous terre. Ils commencèrent par exhumer leurs clients les plus récents, leur chapardèrent leurs suaires et en firent plusieurs centaines de serviettes. Comme ils ne pouvaient compter que sur des morts frais dont le linge mortuaire n'était pas trop abîmé, ils furent obligés de profaner d'autres cimetières. À la fin de chaque prélèvement, ils replaçaient grossièrement les cadavres dans les trous qu'ils rebouchèrent à la va-vite. On retrouva plusieurs de ces tombes profanées sur l'espace vert derrière les hangars qui, en fait, s'avéra être un cimetière. Toutes les croix, les pierres tombales et autres fioritudes de marbre avaient été emportées par les croque-morts. Au bout d'un certain temps, ils furent contraints de s'approvisionner avec des linceuls plus vétustes. Les enquêteurs n'ont aucune idée de l'endroit où ils se cachent car leurs archives ne mentionnent aucune destination de fuite. Le syndrome de l'avant-ville est une légende qui implique des étranges cas médicaux et mortuaires dans le pays de naissance de la série des jeux Pocket Monster rouge et vert. Bien que l'événement soit resté secret à cause des lois de divulgation pour les entreprises basées à Kyoto, il y a une grande quantité d'informations qui ont été mises en lumière par un nombre précis d'individus, incluant Seki Ushitada, Ise Mitsutomo et Satu Haruo. Cette analyse parlera des autres phénomènes que l'on confond souvent avec le syndrome de l'avant-ville, le sprite de la main blanche, l'animation du ghost et le sprite de l'enterré vivant, ainsi que les notes des développeurs insérées dans le jeu qui auraient rapport avec ça, et comment procéder à l'affichage de ces easter eggs dans les premières vagues de cartouches. Le premier cas du syndrome et des événements associés ont été rapportés quelques mois après la sortie de Pocket Monster rouge et vert pour la console portable Game Boy. Ces jeux sont devenus très populaires pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, ce qui est l'une des raisons pour laquelle le syndrome de l'avant-ville a eu le degré de sévérité qu'on lui connaît. Dans le jeu, le joueur joue le rôle d'un dresseur dont la tâche est de capturer, élever et entraîner des créatures sauvages nommées Pocket Monster pour le combat. Ces jeux et les 2 suites qui suivront, Pocket Monster Or et Argent, un animé, un manga, des figurines, un jeu de cartes à collectionner et le jeu sur console de salon a conduit Pocket Monster à devenir une franchise multimilliardaire. À un moment du jeu, le dresseur vient dans une petite ville nommée l'Avant-Ville. Cette ville est l'une des plus petites du jeu, en plus de Bourg-Palette, la ville de départ du joueur, et possède très peu de services disponibles pour les dresseurs dans toutes les autres villes du jeu. D'ailleurs, elle serait passée inaperçue si la tour Pokémon ne s'y trouvait pas, un building colossal qui contient des centaines de tombes de Pokémon décédés. Une théorie dit qu'à cause de cet endroit dans le jeu, au moins 200 enfants ont perdu la vie et beaucoup plus ont été affectés ou sont tombés malades, sans compter les autres cas de ce genre qui n'ont pas été répertoriés. Ce ne fut pas avant printemps-été 1996 que ces cas furent éventuellement liés au syndrome de l'avant-ville. Le tout premier cas de connaissance des effets du syndrome que l'auteur a pu trouver vient d'un rapport interne fait en juin 1996 par la compagnie Game Freak Incorporation, dirigée par un de ses employés, M. Satu Haruo. Dedans, un employé a donné une liste de noms, dates et symptômes
Enregistrement d'enfants entre 7 et 12 ans qui ont souffert de divers problèmes médicaux après avoir joué à Pocket Monster rouge et vert. Certaines de ces données sont ci-dessous avec la liste complète dans l'appendice A. Notez que les entrées dans l'appendice incluent également les symptômes non nés de l'avant-ville, un phénomène audio, mais du sprite de la main blanche, l'animation du ghost et le sprite de l'enterré vivant. Tous ces symptômes visuels ont été détectés avec des similitudes. 12 avril 1996, 11 ans. Apnée du sommeil obstructive, migraine sévère, autoragie, tinnitus. 23 mai 1996, 12 ans. Irritabilité générale, insomnie, addiction aux jeux vidéo, saignement de nez, développe de la violence envers autrui et parfois à lui-même. 27 avril 1996, maux de tête, irritabilité, prend des antidouleurs mélangés. 4 mars 1996, migraine, lenteur et fatigue permanente, perte d'attention, a développé une surdité et a disparu. Corps retrouvé au bord d'une route le 20 avril 1996. Ce document interne montre que ces incidents étaient connectés au jeu Pocket Monster. Jusque-là, la cause n'a pas encore été découverte ou diagnostiquée par les professionnels de la médecine. De plus, il est incertain que les entreprises elles-mêmes aient compris d'elles-mêmes que les cas étaient liés au jeu sans avoir consulté les services de santé. Le symptôme prédominant nommé syndrome de l'avant-vide inclut maux de tête et migraine, saignement des yeux et des oreilles, changement d'humeur et irritabilité, addiction aux jeux vidéo, violence spontanée, réclusion et perte d'attention, et dans 67% des cas, tendance suicidaire. Cependant, ces symptômes se manifestent sur les enfants entre 7 et 12 ans qui ont atteint la zone de l'avant-ville. La plupart ont avoué avoir porté des écouteurs en jouant au jeu. Les développeurs de l'avant-ville voulaient au départ faire une zone qui laisse une impression différente aux joueurs d'après Seki Uchitada, membre de l'équipe de développement. Seki dit qu'au moment du développement, plusieurs développeurs voulaient faire de l'avant-ville un coin différent du reste du jeu. La tour Pokémon en est un résultat visible, nous dit Seki dans une interview tôt dans l'année. Cela est le fait que l'avant-ville soit différente des autres villes. Elle est plus petite, a moins de résidents, n'a pas d'arène et de champions, et bien sûr, la musique est très étrange. En fait, dans la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique de fond de la ville, parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique utilisée au final est différente. Seki ne savait rien de l'impact de la musique de l'avant-ville, ou bien il modérait ses paroles quand il disait combien les enfants pourraient être ennuyés. Rien de plus à propos de la musique, mais il y a d'autres mentions macabres sur l'avant-ville. Ce que Seki a oublié de mentionner dans Games Dimension Magazine, c'est que la musique utilisée dans la première production de Pokémon rouge et vert formulait une expérimentation sur les binaural beats, utilisant différentes fréquences de son, chaque fréquence jouée pour une oreille à la fois par les écouteurs. Différents effets psychologiques ont pu être observés sur le sujet qui les écoute. Dans la plupart des versions, cela résultait aux joueurs se sentant mal, ayant de l'appréhension et moyennement dérangés. Cependant, pour environ 200 enfants, cela a invoqué une variation de désordre au cerveau qui ne purent être purement détectées par des oreilles adultes pleinement développées. Seuls les enfants étaient victimes de ces sonorités résultant à des problèmes psychologiques et physiologiques qui dans certains cas aboutissaient à la mort, des suicides pour la plupart. Cependant, le syndrome de l'avant-ville n'est qu'un des symptômes qui causent des problèmes aux malchanceux qui ont eu ces séries de cartouches. Bien qu'ils furent moins connus, il y a une variété d'effets visuels utilisés dans l'avant-ville qui ont causé des problèmes médicaux aux enfants, cependant toujours disponibles dans les séries de production qui ont suivi. Ces effets visuels sont connus dans le monde de la programmation comme le sprite de la main blanche, l'animation de Ghost et le sprite de l'enterré vivant. Chacun a causé des maux de tête, nausées et dans les cas graves, hémorragie du cerveau. Alors que 70% du syndrome de l'avant-ville est dû à la musique de l'avant-ville, le reste est divisé par ces phénomènes visuels. C'est en partie dû à un stimuli visuel arrivant après que le joueur ait entendu la musique de l'avant-ville. Une théorie dit que ceux non affectés par la stimulation audio, comme les sourds et les malentendants, amènent aux 30% restants. Alors que voir ces sprites peut causer ces effets, il y a des méthodes précises qui permettent aux visionneurs de les examiner en détail en toute sécurité. Connu dans le code comme whitehand.gif, il est scripté pour qu'il apparaisse en tant que Pokémon au 3e étage de la tour Pokémon. Il est divisé en 4 animations séparées, une introduction, une fixe et 2 attaques. Ces attaques sont inconnues, n'étant nommées que point et brutal. Alors que voir l'animation a été reconnu dangereux, voir les frames du modèle a été prouvé inoffensif. La main blanche semble en pièces et décomposée, avec une attention particulière sur les détails. La peau est pelée en laissant voir l'os et quelques tendons pendent drastiquement hors du poignet. La première attaque est la main se changeant en point puis se balançant en avant.
Cependant, l'animation de Brutal semble manquer de frame. La main semble s'ouvrir, puis ça coupe, puis recoupe. Après quelques secondes, elle réapparaît, refermée, les frames manquantes n'ont pas été retrouvées. L'animation Ghost, codée sous le nom Hunting.swf, devait être placée dans certaines zones de la tour, incluant le centre du chemin au second étage. Cependant, les joueurs ne peuvent pas interagir avec, laissant les gens penser que c'était simplement un élément du décor. L'animation doit être impérativement vue par frame, comme pour la main blanche. L'animation totalise 59 frames, cependant, après extraction, la moitié des frames utilisées ont été gardées pour le sprite standard de fantôme de Pocket Monsters. Un quart des frames restants sont du bruit blanc pour faire un effet de fondu. Mais interespacé dans le bruit blanc, il y a certaines frames de visages hurlants avec des images d'un squelette encapuchonné, probablement le spectre de la mort, et quelques cadavres. Leurs significations sont inconnues. D'un autre côté, le directeur de la programmation, Hisashi Sokabe, nous a certifié n'avoir aucune connaissance sur la provenance de ces images. De tous les phénomènes associés au syndrome de l'avant-ville, cette animation a le plus de spéculation. Dans la thèse Video Game and the Manipulation of the Human Mind, le Dr Jackson Turner affirme que ces images ont été placées là exprès. Dû au bref moment de passage à l'écran et la nature graphique des images, maintenant les gars, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vais poster dans quelques temps, donc au revoir.